Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bon, quand on regarde bien ce contraste à l'écran, un vieux chapeau melon du 19e siècle, posé juste à côté d'une manette de jeu vidéo, on comprend tout de suite qu'on s'apprête à faire un sacré grand écart temporel. On va littéralement faire entrer en collision le Paris de la Belle Époque avec notre culture pop d'aujourd'hui, et le personnage que l'on va découvrir est tout simplement fascinant. Parce que, il y a un secret assez dingue caché juste derrière la musique qu'on écoute tous les jours. Faut s'imaginer un type tellement excentrique qu'il refusait catégoriquement d'avaler quoi que ce soit qui ne soit pas de couleur blanche. C'est fou, non ? Ses contemporains se moquaient souvent de lui, mais voilà le truc, ce compositeur qui avait l'air de vivre complètement en marge, eh bien c'est lui qui a discrètement posé les fondations de monuments culturels comme The Legend of Zelda ou encore le jazz moderne. En fait, c'est l'histoire incroyable d'un génie absolu, intimement mêlé à une tragédie très humaine. Alors, voici le programme pour bien comprendre sa biographie et son œuvre. 1. Le son de notre époque. 2. 5 mois, 32 ans. 3. Une routine absurde et millimétrée. 4. Détruire les codes musicaux. 5. Inventer la musique moderne. Et enfin, 6. L'appartement des secrets posthumes. Bref, on plonge dans une vie à la fois complètement bizarroïde et totalement révolutionnaire. Première partie, le son de notre époque. Ou comment un génie oublié met en musique nos vies modernes. C'est vrai qu'il y a de quoi se poser la question. Comment un musicien, mort dans une pauvreté absolue à Paris en 1925, a-t-il pu infiltrer absolument tous nos écrans et nos playlists d'aujourd'hui ? Le fossé entre son époque et la nôtre est vraiment vertigineux. Commençons par les jeux vidéo. Dès les premières notes du thème mythique de The Legend of Zelda Ocarina of Time, bam, on entend instantanément sa touche magique. Ensuite, le cool jazz. Ses compositions ont carrément déroulé le tapis rouge pour les improvisations d'icônes comme Miles Davis ou Bill Evans, sans parler de la pop et de l'électro actuel où il est samplé un peu partout. Et puis, la musique d'ambiance. Il est considéré, ni plus ni moins, comme le grand-père spirituel des nappes sonores dans certains Brian Eno. Le type a tout inventé, avec des décennies d'avance. Mais pour capter l'essence de cette musique, il faut absolument comprendre l'homme qui se cache derrière. Ce qui nous amène à la deuxième partie. 5 mois, 32 ans. La romance tragique qui a catalysé une révolution. Parce qu'au cœur de cette avant-garde musicale, il y a un cœur profondément brisé. Une blessure intime qui va marquer toute sa biographie. Tout bascule au début de l'année 1893. Erik Satie n'a que 26 ans quand il rencontre Suzanne Valadon, une artiste peintre flamboyante qui venait du monde du cirque. Et là, c'est le coup de foudre monumental. À tel point que dès le deuxième jour, juste après leur première nuit, il la demande direct en mariage. Bon, elle refuse le mariage en soi, mais leur histoire démarre officiellement le 14 janvier. Une passion intense, dévorante, dans 2 petites chambres adjacentes. Il est fou d'elle, il compose pour elle, lui écrit des lettres enflammées. Et puis, patatras. Le 20 juin 1893, Suzanne claque la porte. Elle le quitte, comme ça, sans prévenir. Une passion d'à peine 5-10 mois qui va le plonger dans 32 ans d'un isolement total et irréversible. Après cette rupture, Satie a laissé ces quelques mots qui sont vraiment déchirants. Il ne me reste qu'une froide solitude qui remplit la tête de vide et le cœur de peine. Cette douleur, ce rejet brutal, c'est vraiment le point de bascule. C'est à partir de cette fameuse rupture qu'il va complètement s'isoler de la société parisienne et, paradoxalement, se lancer dans la plus grande rébellion artistique de sa vie. Troisième partie, une routine absurde et millimétrée, ou comment se construire un bouclier contre le monde. Ce chagrin d'amour incommensurable va peu à peu muter en l'un des modes de vie les plus farfelus de l'histoire. C'était sa manière, très personnelle, de survivre à sa propre solitude. Regardons un peu ce planning qu'il a lui-même documenté. C'est obsessionnel avec une pointe d'humour très noire. Attention, la précision est diabolique. Réveil tous les jours à 7h18. Ensuite, moment d'inspiration, programmé machinalement entre 10h23 et 11h47. Le déjeuner, 3 minutes top chrono, de 12h11 à 12h14, puis un coucher systématique à 22h37. Mais le détail le plus fou, c'est ce réveil en sursaut programmé à 3h19, mais attention, uniquement les mardis. Alors oui, ça prête à sourire, mais au fond, c'est l'image d'un esprit qui essaye désespérément de contrôler un monde intérieur complètement ravagé. Et attendez, son régime alimentaire vaut aussi le détour. Satie jurait de ne consommer que des aliments blancs. Des œufs, du sucre, de la noix de coco, du poulet bouilli à l'eau claire, du riz, et tenez-vous bien, des moisissures de fruits. Dans ses notes, il raconte même, avec un sérieux glaçon, avoir cuisiné une omelette avec 128 œufs. Bien sûr, on devine l'exagération poétique et l'autodérision derrière tout ça, mais ces petites folies en disent long sur l'immense tragédie de son isolement au quotidien. 7, c'est le nombre pile de costumes en velours côtelé gris,
tout strictement identique, qu'il s'est offert avec un petit héritage. Pendant 10 ans, il n'a rien porté d'autre. D'ailleurs, ça lui a valu le surnom de Velvet Gentleman, le gentleman en velours. Imaginez-le un peu, avec son chapeau melon et son parapluie, en train de marcher chaque jour 8 km depuis sa petite chambre de banlieue à Arcueil jusqu'à Paris, griffonnant ses futures œuvres majeures à la lumière vacillante des lampadaires. 4e partie, détruire les codes musicaux. Une rébellion née de l'isolement. Toute cette rébellion intérieure, toute cette souffrance, ça s'est directement imprimé sur ses partitions. Évidemment qu'il n'allait pas composer de la même manière que ses contemporains de l'Académie classique. Impossible. Pour bien comprendre l'ampleur de son œuvre, il faut voir qu'à son époque, la grande tendance, c'était le mouvement romantique et impressionniste. Une musique très lourde, virtuose, extrêmement complexe, pensée avant tout pour impressionner la galerie. À l'opposé total de ça, l'innovation de Satie est presque déconcertante de simplicité. Sa musique est linéaire, souvent sans aucune barre de mesure rythmique. C'est totalement anti-symphonique. Chez lui, le silence est un instrument à part entière. On sent une volonté brutale d'atteindre l'émotion pure, sans aucun filtre, sans aucun artifice. Et il n'y allait pas de main morte dans la rupture. Prenez ce chiffre ahurissant, 840. C'est le nombre exact de fois que le pianiste doit répéter un tout petit motif musical dans sa pièce intitulée « Vexation ». Pour aller au bout du morceau, le musicien doit jouer en boucle, sans s'arrêter, pendant 14 à 28 heures. C'est dingue. Ça plonge littéralement l'interprète et le public dans un état de transe totale. Une pure provocation balancée en plein visage de l'élite classique de l'époque. Et puis, il y a ces titres d'œuvres, Embryon desséché, Prélude flasque pour un chien, ou la fameuse sonnerie pour éveiller le bon gros roi des singes. C'est tellement absurde. Il utilisait ce sarcasme féroce directement sur la couverture de ses partitions pour dézinguer les critiques musicaux qu'il méprisait. Une de ses anecdotes les plus savoureuses, c'est quand on l'a accusé de faire une musique qui manquait cruellement de forme. Sa réponse ? Il a composé un recueil appelé 3 morceaux en forme de poire, qui contenait en réalité 7 morceaux. Un vrai génie de l'impertinence. 5e partie. Inventer la musique moderne ou l'architecture cachée du son d'aujourd'hui. C'est là qu'on boucle la boucle avec le mystère posé au tout début de cette analyse. Comment ces petites révolutions techniques ont-elles carrément sculpté la musique qu'on écoute aujourd'hui ? Son concept de musique d'ameublement résume parfaitement son côté visionnaire. Satie a composé des morceaux avec un but très précis, qu'on ne les écoute surtout pas activement. L'idée, c'était d'avoir un fond sonore pendant les dîners, quelque chose qui fasse partie intégrante du décor, exactement comme une tapisserie. Et le comble de l'ironie, c'est qu'il piquait des crises de colère quand les invités arrêtaient de papoter pour écouter sa musique. Bref, il a littéralement inventé la musique d'ascenseur, des années avant même que les ascenseurs ne se démocratisent. C'est l'ancêtre direct de l'ambiante. Mais son héritage le plus massif se trouve dans l'harmonie. En musique classique traditionnelle, une dissonance, c'est une tension. Et cette tension doit impérativement se résoudre pour soulager l'oreille. Eh bien, la grande trouvaille de Satie, c'est de prendre le contre-pied absolu. Dans ses célébrissimes gymnopédies, par exemple, il utilise des accords très particuliers, des septièmes majeurs, et il les laisse simplement en l'air, en suspens, sans jamais les résoudre. Ça donne cette sensation incroyable de flotter dans le temps. Pour faire simple, en osant laisser ses petites notes jazzy en lévitation, il a brisé des siècles de règles strictes et a offert sur un plateau d'argent le mode d'emploi de la pop moderne et du jazz. Enfin, 6e et dernière partie, l'appartement des secrets posthumes et la révélation finale à Arcueil. On fait un saut dans le temps jusqu'en juillet 1925, au moment où Erik Satie s'éteint. Et pour la toute première fois depuis 27 longues années, ses amis vont enfin avoir le droit de pousser la porte de sa mystérieuse chambre de banlieue. Ses proches, dont des immenses figures comme Pablo Picasso ou Jean Cocteau, entrent dans la pièce et découvrent un dépotoir indescriptible. 2 pianos à queue, complètement empilés l'un sur l'autre. L'un servait à composer, l'autre croulait sur la paperasse. Il trouve aussi 14 parapluies noirs, alignés de manière frénétique. Des centaines de lettres et de colis envoyés par ses amis au fil des décennies, jamais ouverts, recouverts par une épaisse couche de poussière. Et bien sûr, de vieux costumes gris identiques, neufs, qui n'avaient jamais été portés. Mais au milieu de tout ce désordre absolu, il tombe sur un détail qui serre le cœur et qui éclaire toute sa biographie d'un jour nouveau. Soigneusement caché au fond d'un tiroir, il y a un tout petit bout de carton manuscrit. Satie n'y avait écrit qu'une seule chose avec une précision chirurgicale. Du 14 janvier au 20 juin 1893. 32 ans plus tard, jusqu'à la dernière seconde de sa vie, il avait conservé et protégé le souvenir intact de ces 5 uniques mois de romance passés aux côtés de Suzanne Valadon.
Ce qui nous amène à une question assez vertigineuse pour clore cette analyse. Si Satie n'avait pas eu le cœur broyé à ce point, s'il n'avait pas traversé ces 32 années d'une solitude aussi excentrique qu'absolue, aurait-il eu la force ou même la nécessité de rejeter en bloc toutes les règles musicales de son temps ? Est-ce que les fondations de la musique moderne, cette musique universelle qui rythme nos vies de tous les jours, existeraient sans cette terrible souffrance silencieuse ? C'est une réflexion plutôt puissante sur le lien fascinant entre la tragédie intime et le génie artistique pur. Merci d'avoir suivi ce décryptage et on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations.